On y va? Bonsoir et bienvenue à cette soirée perdue, point d'exclamation. Nous avons le grand plaisir de recevoir Sébastien J. Mouser, qui va donc nous expliquer toute la science de la disparition. Et ensuite, nous écouterons un concert de musique retrouvée de R.G. Rao. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Et merci beaucoup à tous les participants à cette exposition qui est magnifique. Vous pouvez vous applaudir. Waouh, merci d'avance. Merci d'avance à Carole pour l'organisation de cette soirée et de cette exposition. Merci à vous tous de partager vos œuvres avec nous tous. Merci aussi à Carole pour la confiance de me laisser parler ici. Merci beaucoup à Ben pour l'aide, pour la technique. Vous avez une petite présentation là qui va illustrer un peu ce que j'ai à vous dire. Donc je m'excuse d'avance, je ne suis pas artiste, je suis sociologue. Et donc je vais essayer de parler des avis de recherche pour lesquels je m'intéresse, mais dans une perspective sociologique. Donc, dans le cadre de cette soirée, je voudrais regarder de plus près les photographies qui se trouvent sur la plupart des avis de recherche, et je vais esquisser une petite typologie de différentes types de photos qu'on peut trouver sur des avis de recherche. Et pour construire cette typologie, je me suis inspiré de l'idée de la photographie surprenante de Roland Barthes. C'est une idée qu'il a mentionnée dans son livre La chambre claire, et il écrit ceci. Voilà, ça marche. Donc une photo devient surprenante dès lors qu'on ne sait pas pourquoi elle a été prise. Les gens qui cherchent leur chat posent leurs mots. Donc l'idée de la photographie surprenante va être un peu la ligne de conduite de mon exposé. Tout d'abord, je vais parler des agrandissements d'extraits d'images. Avec les smartphones ou les logiciels de retouche, aujourd'hui, il est très facile d'agrandir ou de recouper des extraits d'une photo. On comprend qu'il s'agit d'extraits, par exemple, parce que, comme vous voyez là avec la sacoche, l'objet représenté, on ne le voit pas dans sa totalité. Donc, c'est-à-dire, l'image était coupée à un endroit. Un autre indice de caractère fragmentaire de la photo est la pixelisation, ça se voit pas très bien là, mais qui laisse supposer que le zoom était trop important au regard de la qualité de l'image. Donc ces deux indices laissent penser que les objets représentés n'étaient pas au centre de la prise initiale. Question donc, est-ce que ces photos surprennent ? On peut dire que oui. La surprise provient du fait que les montages photographiques ont manifestement été produits spécifiquement pour le contexte de la perte, et plus précisément pour la réalisation de l'avis de recherche. Donc il ne s'agit pas des photos autonomes, mais de découpage. Le reste n'est pas visible. Ce qui est mis au centre sur ces photos-là reste en arrière-plan sur la photo originale. Autrement dit, le découpage fait preuve d'une réévaluation de ce qui vaut la peine d'être pris en photo. On pourrait aussi photographiquement le décrire comme l'inversement du noircissement.
Sur les photos noircies, ce qui est en général très intriguant est ce qui n'est pas visible, donc le noir. On veut toujours savoir ce qui est derrière le noir. Ce qui dérange, c'est l'absence d'un élément. Et les extraits d'images sont alors une mise au centre de l'absent. Les gens qui cherchent leur chat racontent une histoire, fabriquent des images. C'est super bien. Ah, on l'a bien bossé. Ah ouais. Alors, et c'est quoi donc cet absent ? L'objet perdu n'appartient pas aux objets qui mériteraient en soi d'être photographiés. Dans la vie de tous les jours, l'objet est généralement invisible, personne n'y prête réellement attention. La réévaluation dont je parlais se trouve justement là. Certes, on voit par exemple, je donne un exemple, on voit toujours Frédéric avec sa sacoche, avec sa banane, et on voit aussi toujours la petite Hélène avec son doudou. Mais personne prendrait en photo la sacoche au lieu de Frédéric, et ni le doudou au lieu de Hélène. Le cercle de ceux pour qui la sacoche constitue un référent pour Frédéric est très restreint, une sorte de société secrète. Ce n'est qu'au moment de la perte que le statut de référent devient évident et que la société secrète doit être élargie. Le perdeur avoue donc publiquement que serais-je sans ma sacoche ? Retrouver l'objet perdu devient donc à ce moment-là un enjeu identitaire. Les gens qui cherchent leur chat se promènent. Ah non, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Donc, les prochaines photos que je regarde... Non, c'est bon, tu peux laisser. Les prochaines photos que je regarde, ce sont des photos in flagranti ou des photos non posées. Dans ce type de photos, on remarque que l'objet photographié n'a pas été remarqué par la caméra. Il n'a pas posé pour le photographe. Barthes parlait d'une trouvaille originale. Et il écrit ce qui est montré là. Donc, le monde des médias illustrés, c'est une scène naturelle que le photographe, avisé, a eu l'idée fameuse, c'est-à-dire la chance de saisir. Dans ma collection d'avis de recherche, ce type de photo représente principalement des chats endormis ou bien des chiens. Le photographe s'est tenu quelque part à une certaine distance pour réaliser sa prise. Vous voyez là. Donc, est-ce que ces photos surprennent ? Non. Les gens qui cherchent leur chat se promènent. Je fais l'hypothèse que beaucoup d'entre nous ont ce type de photos dans nos téléphones. Donc, par exemple, notre chien aimé qui court dans le champ, ou qui regarde les oiseaux, ou qui regarde la porte, le chat étendu sur le rebord de la fenêtre. Donc la question, c'est pourquoi on prend ce genre de photos. Première hypothèse, les photos témoignent de l'affect. Le photographe était touché par ce qu'il a vu. Oh, comme c'est mignon. Les gens qui cherchent leur chat exposent dans la rue. Donc ça pourrait être un commentaire qu'on peut s'imaginer sans problème quand on regarde une telle photo, ou aussi, qu'est-ce que c'est drôle, ça pourrait être une autre possibilité. Donc les photos documentent alors le fait que le photographe était touché. La réflexion pourrait s'arrêter là. Mais quand on lit les textes de Barthes sur la photographie qu'il a écrit dans les années 60, on ne peut pas ignorer que la situation photographique a fondamentalement changé aujourd'hui. Il faut donc adapter l'affirmation de Barthes à notre époque. Donc, deuxième hypothèse, fixer de telles scènes et surtout l'expression d'une société
dans laquelle s'est développée une pulsion de documentation induite par l'objet technique du smartphone. Mais quelle serait donc la différence entre les photos du chat endormi ou du chien qui regarde les oiseaux ou les couchers de soleil ou les ciels qui nous affectent aussi et dont nous possédons certainement aussi beaucoup d'images? Les chats qui cherchent l'argent se tapent l'affiche. Je pense à vrai dire qu'il n'y a pas de différence entre ces photos et les photos de coucher de soleil ou de nuages. Supposons que ces photos nous montrent que le photographe a été touché par le monde extérieur et prenons en compte le fait que nous possédons beaucoup de ce genre de documents, donc les documents qui témoignent notre affect grâce à l'objet technique en question. Qu'est-ce que ça veut dire donc? À mon avis, il y a deux interprétations. Soit nos affects deviennent inflationnistes, c'est-à-dire nous sommes en train de les perdre. Et deuxième hypothèse, ces maintes photos témoignent du fait que nous sommes devenus hyper affectifs. Le monde nous laisse plus aucun répit. Il nous interpelle en permanence, et notamment sur le plan affectif. Il y a ensuite des photos où les objets représentés posent. C'est une mise en scène dans la vie quotidienne. Et Barthes s'est exprimé sur la pose. Pour lui, ce qui est regardé pose en sachant qu'il est regardé. Le corps posant se transforme alors en image. Selon Barthes, la pose provoque un sentiment de gêne. D'une part, il y a l'incertitude de savoir comment on va apparaître sur la photo. Est-ce que je suis sympathique? Est-ce que je suis bien représenté? Est-ce que je suis beau? Mais la gêne vient aussi de la conscience qu'il s'agit d'une pose. Le moi sur la photo et le moi que je crois être ne sont pas identiques. Donc la photographie, écrit Barthes, est l'apparition de moi-même comme un autre. Une dissociation rusée de la conscience d'identité. Les gens qui cherchent leur chat vous collent leur manque. Dans mon corpus de données, ce sont surtout des chats et des chiens qui posent. Le photographe a probablement attiré leur attention juste avant de déclencher. Mais on trouve aussi dans le corpus des clés ou des peluches posées. Donc, ces photos sont-elles surprenantes? Dans le cas des animaux, non. Dans le cas des clés, oui. Donc, prenons l'idée de Barthes de la gêne que génère la pose et de la différence d'identité entre représentation et vécu. On peut dire que les photos d'animaux domestiques montrent avant tout une déanimalisation. Les animaux posent comme des humains, mais ils n'apparaissent pas comme des humains, ils sont plutôt pétrifiés comme des statues. L'intervention du photographe attirant leur attention fige les corps. Et dans la nature, un tel figement n'apparaît que dans les situations de danger. L'animal ressent le stress quand il est figé. Ce qui est donc mis en scène est un certain exercice de pouvoir humain sur l'animal. Dans le cas extrême, ça se voit malheureusement pas très bien. Sur la droite, l'animal est maintenu devant la caméra par la main. Donc ce qui est entouré, c'est la main de la personne qui tient la furette. C'est une furette. C'est aussi cette domination potentielle qui est perdue en perdant l'animal. Les gens qui cherchent leur chat scotchent. Donc, et qu'est-ce qui se passe avec les clés? Donc, ce sont des photos qui sont sur des avis de recherche. Et je dois avouer que ces photos-là, en fait pas que ces deux-là, mais des photos de clés, des photos de peluches, etc.,
ce sont des photos qui m'ont le plus intrigué ou le plus surpris. Parce que j'ai pas compris pourquoi on prend en photo ces clés, un trousseau de clés ou ces clés de voiture. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui font l'inventaire de toute chose susceptible d'être perdue un jour, donc une sorte d'inventaire de soi? Je ne sais pas comment interpréter vos rires, mais moi, ça me semblait très ridicule comme idée, jusqu'au moment où je tombe sur ce qu'on appelle des inventaires d'objets de valeur. Ce sont des listes où les particuliers consignent leurs objets de valeur avec indication du fabricant, numéro de série, prix, date d'achat, vendeur, etc. Et donc, effectivement, c'était dit par la dame ici que ça sert pour des assurances ou bien de donner des informations précises à la police en cas de vol. Donc une fois de plus, l'idée de Barthes concernant la gêne que procure la pose et la différence d'identité peut éclairer l'interprétation de ces photos. Au sens figuré, on peut dire que ce qui est mis en scène, c'est le risque permanent d'une dépossession violente. Les chats qui cherchent l'argent s'appellent. Le point commun entre ces photos de pose, malgré leur différence de contenu, c'est le fait que le statut de propriétaire du perdant est mis au centre. Être propriétaire d'un bien signifie avoir le pouvoir de disposer de ce bien. Les avis de recherche témoignent en fin de compte de la rupture de ce rapport et plus généralement de la vulnérabilité permanente de notre propriété. Soit elle s'enfuit, soit nous la perdons nous-mêmes, et c'est pour ça qu'on l'attache, on l'enferme. Les laisses, les cages, les étables ou bien les sacs, en fait, toute forme de contenant, sont des expressions de ce sentiment de danger avec lequel nous vivons tous les jours. On pourrait parler des dispositifs anti-perte. Et puis, il y a nos semblables qui contestent notre propriété, qui la prennent ouvertement en nous menaçant de leur force ou qui nous volent discrètement. On se protège donc en inventant des dispositifs anti-perte. Les gens qui cherchent leur chat attendent votre appel. Je viens au dernier type de photos. Ce sont des photos provenant certainement de sites de vente en ligne ou de catalogues. Ce qui est représenté sur la vie, ce n'est pas l'objet perdu à un moment passé. Les gens qui cherchent leur chat dessinent un territoire. C'est la mise en scène d'un produit de masse ou d'une reconstitution informatique de celui-ci. Contrairement à la plupart des autres photos, on peut être quasiment sûr que le photographe et le perdeur ne sont pas identiques. Pourquoi ai-je l'impression qu'il s'agit d'une photo de catalogue ? Pour moi, c'est le fond blanc qui m'y fait penser. Celui-ci diffère de ce qu'on voit habituellement, par exemple, dans les publicités. En 1964, Roland Barthes avait analysé une image publicitaire de Panzani. Et on voit très bien que la photo Panzani est très élaborée. Les images de catalogue, en revanche, sont réduites aux produits seuls. Donc, sac à dos, sac à main ou bague doivent convaincre par eux-mêmes sans appui référentiel. Aucun système de signes élaboré ne vient les renforcer. Sur ces avis de recherche, ce qui est représenté n'est pas l'objet perdu, j'ai déjà dit ça. Ce n'est pas l'exemplaire concret, mais c'est un identique. Et c'est précisément ce qui rend, à mon avis, ou l'usage de ces photos sur les avis très surprenant.
Parce que, en fait, ces photos disent « était perdu quelque chose qui est comme ce qui est montré ». Mais ce qui est montré n'est pas ce qui était perdu. Ce que tu vois, il y en a beaucoup. Ce qui était perdu, c'est unique. On peut peut-être penser à Magritte, ceci n'est pas une pipe, et dire ce qui est montré n'est pas ce qui était perdu. À son époque, donc à l'époque de la photographie argentique, Barthes pouvait écrire que la photo a une valeur de preuve. Ce qu'il voulait dire, c'est que ce qui est montré s'est passé à un moment donné dans le passé, donc a réellement eu lieu. Les images de description de produits ne montrent aucun passé. Elles montrent avant tout l'intact, le pas encore utilisé. Il s'agit de la figuration d'un produit dont l'avenir en tant qu'objet aimé est encore à venir. Les gens qui cherchent leur chat, vous cherchent aussi. Pour arriver à rendre intelligible la valeur individuelle ou l'attachement émotionnel ou bien l'unicité de l'objet perdu, ce type de photo doit donc être soutenu par le texte qui est écrit sur l'affiche. Les textes accompagnant de telles images précisent donc qu'il s'agit d'une bague de fiançailles ou de mariage. Les textes font aussi comprendre qu'il ne s'agit pas du sac à dos représenté, mais du couteau de poche, du portefeuille ou du doudou qui est cherché. Les gens qui cherchent leur chat sont là quelque part. Les affiches ou les photos nous disent donc ce qui est montré n'est absolument pas ce que je veux récupérer. La représentation sert uniquement à identifier le récipient qui contient un objet précieux. Certes, le perdeur se révèle comme un consommateur de produits de masse, mais en précisant qu'il s'agit de retrouver le contenu et non pas le contenant, une idée centrale concernant la perte est mise en avant, l'irremplaçabilité. Dans quelle mesure est-il possible d'avoir un lien émotionnel à un objet qui est parfaitement remplaçable ? Quelle peut être la nature du lien à un objet dont l'échange passerait inaperçu ? Les gens qui cherchent leur chat vous écrivent sans vous connaître. Donc, en présentant cette typologie de différentes formes, j'ai essayé de démontrer que chacune de ces formes désigne un rapport spécifique à l'objet recherché et ainsi à sa perte. Les extraits révèlent la réévaluation soudaine d'un objet qui était auparavant invisible. Les photos in flagranti traduisent à la fois le fait que nous sommes touchés par les objets qui nous entourent et à la fois l'amplification des affects par nos pratiques numériques. Les poses mettent en lumière la dimension de pouvoir et de possession, tandis que les images de produits standardisés questionnent la possibilité d'un attachement singulier à des biens interchangeables. Les gens qui cherchent leur chat vous remercient. Pour prendre au sérieux, sociologiquement, ces avis de recherche, il faut les comprendre comme des petites archives involontaires de nos rapports aux choses. Il s'agit de micro-rituels de mise en visibilité. Ils transforment les objets disparus en figures publiques, comme s'il fallait faire entrer leur absence dans la sphère commune pour remplir le vide qu'ils ont laissé dans la sphère privée. Peut-être sommes-nous face à une forme contemporaine des reliques séculaires, fragments d'objets, fragments photographiques, souvenirs affectifs condensés sur une feuille de papier scotchée à un mur. Et pour conclure, et pour dépasser les avis de recherche, parce que peut-être il y a certains d'entre vous qui se demandent mais pourquoi un sociologue
s'intéresse à des avis de recherche et pas à des photos. Donc je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Je vais esquisser ce qu'on pourrait tirer en dehors des avis de recherche et ce qu'on peut dire sur notre époque qui me semble être bien marquée par les pertes. Donc il me semble qu'il y a plein de réévaluations actuelles de ce qui allait de soi. En fait, des certitudes qu'on avait, des choses qu'on ne questionnait pas. Et la question qui se pose avec les résultats des analyses, qui crée des extraits pour nous? Qui rend visible quelque chose qui ne l'était pas? Et aussi, quel est l'intérêt des personnes qui créent ces extraits pour nous montrer ce qui nous manque? Donc moi, en fait, cette partie est un peu improvisée. Je pensais à des partis populistes, par exemple, qui parlent de perte d'autonomie nationale ou qui parlent de perte de sécurité et qui mettent ça en lien avec la migration, qui parlent de perte du pouvoir d'achat, ce qui montre qu'ils sont attachés à un modèle de croissance. Ensuite, les résultats de l'analyse des photos in flagranti. Donc, est-ce qu'on est vraiment trop touché par ce qui nous entoure? Quand on pense à la circulation mondiale d'informations et d'images, quand on pense à Internet, quand on pense à la disponibilité abondante d'accès aux informations les plus banales et le bombardement médiatique qu'on vit tous les jours, on pourrait effectivement penser qu'on est trop affecté par le monde extérieur. Est-ce qu'on peut parler, pour utiliser un terme philosophique et allemand aussi, Entfremdung, aliénation? Est-ce que toutes les informations choquantes qu'on voit tous les jours, est-ce que ces informations ne perdent pas rapidement leur valeur qui nous affecte? Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre cet affect justement parce qu'on est bombardé en permanence par ces images? C'est ouvert à la discussion. Donc, les résultats de l'analyse des pauses. La peur donc, permanente d'être dépossédé par ce qu'on pensait acquis. Donc là, on peut penser au déclin de l'Occident. On peut penser à la perte de la position de l'Occident et le rôle qu'il a joué dans le passé. On peut aussi penser à la menace d'un déclin économique par rapport à la merci beaucoup. Globalisation. On peut aussi donc penser à la perte de tout ce qu'on pensait être acquis. Et donc, au final, les images de produits. Peut-être un peu surprenant, mais est-ce que ces photos-là ne montrent pas un issue? Est-ce qu'ils ne montrent pas une voie de réflexion pertinente? Premièrement, et plus important, ils nous disent qu'il faut décaler son regard de l'objet perdu. Il faudrait engager une réflexion sur ce qui est montré n'est pas ce qui est perdu. Et donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ce que tu vois sur la vie. Et donc, une façon de faire, ça serait ne pas s'attacher à ce qui est standardisé, ne pas donner l'importance à ce qui serait interchangeable et se focaliser au contenu, à ce qui est irremplaçable et donc faire l'inventaire de ce qui compte réellement. Merci beaucoup pour votre attention.